bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Angui Aimé, enseignant au département de lettres modernes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est spécialiste en littérature africaine, notamment en narratologie et les nouvelles écritures africaines. Il est également conférencier et déjà auteur d'une vingtaine d'articles. Bonjour, professeur Angui. Bonjour. Merci de votre présence sur notre plateau. Le plaisir est pour moi. Vous êtes là pour nous présenter votre nouvel ouvrage qui vient de sortir aux éditions de l'Harmattan. Et il s'avère que cet écrivain n'est d'autre que Mohamed Alioune Fantouré. Mohamed Alioune Fantouré. Je rappelle qu'il s'agit dans ce livre d'une étude analytique sur les œuvres romanesques de l'écrivain. Est-ce bien de cela qu'il s'agit dans cet ouvrage? Oui, il s'agit d'une étude analytique, comme vous le dites, une étude critique, en ce sens qu'elle embrasse la plupart des œuvres romanesques de Mohamed Alioune Fantouré sur le plan des différents thèmes que ces œuvres évoquent. C'est en cela qu'on parle de thématique et sur aussi ce qu'on appelle les stratégies d'écriture ou les stratégies littéraires. Comment est-ce que l'auteur écrit son œuvre? Quelle est la particularité de cette écriture? Donc, tout ce brassage thématique et technique fait de cette œuvre une œuvre critique. Professeur Angui, pourquoi avoir choisi de diriger votre travail sur cet écrivain-là plutôt qu'un autre? J'aimerais dire que cet écrivain guinéen m'a foncièrement marqué depuis le lycée avec le Cercle des Tropiques, écrit en 1972 et qui a obtenu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1973. Il faut aussi dire que en Afrique noire francophone, les Guinéens ont été les pionniers aussi en littérature, en matière d'écriture romanesque. Nous avons Thierno Mounenebo, nous avons William Sassine et autres. Et particulièrement leur thématique portée sur le fonctionnement du pouvoir politique en Afrique et surtout en Guinée m'a beaucoup marqué. Mohamed Alioune Fantouré reste tout de même un écrivain discret et assez méconnu. Alors, est-ce que vous pourriez brièvement nous le présenter? Mohamed Alioune Fantouré est né en 1938 à Forêt-Karia, en Guinée. Il faut dire que cet écrivain a, dès son jeune âge, été fortement marqué par le fonctionnement de la politique dans son pays, les agissements des nouveaux hommes politiques en Afrique. C'est ce pourquoi, en 1972, il écrit son premier roman. Et il faut voir que dès 1958, ce monsieur n'était plus dans son pays. Il a fait un doctorat en économie. Il a travaillé à la communauté économique européenne avant de s'aventurer purement et carrément dans l'écriture. Et nous pouvons avoir des œuvres comme le récit du cycle de la vallée des morts en 1975. Nous avons L'homme du troupeau du Sahel en 1979. En 1985, nous avons Le voile ténébreux. En 1995, nous avons Le gouverneur du territoire. Et ces dernières années, en 2012, il a écrit sur les Pygmées. Et en 2015, L'hiver des migrants. En quoi se distingue-t-il réellement des autres écrivains de son époque? Il faut dire que Mohamed Alioune Fantouré est à cheval sur deux générations. Ce que les exégètes comme Abdourahmane Ouaberi ou Josias Semoujanga appellent une classification des générations. Il y a une première génération et une seconde génération. Son écriture fonctionne à rebours, ce qui signifie qu'il écrit d'abord sur la situation politique des années 1960 en Afrique, avant de revenir en 1979 sur la colonisation. D'abord, la thématique est des plus édifiantes, des plus expressives, et quand vous prenez aussi les techniques narratives, Alioune Fantouré
ne fait pas qu'écrire de façon linéaire, c'est-à-dire une écriture qui part d'un point A vers un point B. Il y a d'abord un mélange des genres, le mythe, le théâtre, la poésie, et même encore le conte et le cinéma dans ses œuvres. Donc tout ce mélange genrologique et ce fonctionnement technique fait d'Alioune Fantouré un écrivain particulier à l'image de Thierno Moulin-Nebo et de William Sassine. Dans votre livre se trouve la préface de Marcelin Boca. Voici les termes qu'il utilise concernant votre travail. Il dit que vous passez au scanner l'œuvre romanesque de Alioune Fantouré. Est-ce bien ce que vous faites dans ce livre? Je passe au scanner l'œuvre romanesque d'Alioune Fantouré parce que je fais un travail sur tout ce qui est à l'œuvre à l'intérieur de son œuvre romanesque ou bien de ses romans. D'abord, de quoi s'agit-il sur le contenu? De quoi s'agit-il au niveau du contenu qui est en œuvre? Nous avons, comme je le disais tantôt, la thématique abordant les indépendances et la colonisation. Tous ces éléments sont à l'œuvre dans notre travail, en ce sens que nous parlons d'abord des éléments de la colonisation et ensuite des éléments post-indépendance. De quoi s'agit-il dans l'œuvre? Tous ces éléments sont mis en relief. Après, nous essayons de voir les techniques narratives parce qu'un écrivain de nos jours n'écrit pas pour écrire. Il faut mettre ce qu'on appelle l'esthétisme en surface. C'est cet esthétisme que l'écrivain met en œuvre que nous faisons ressortir. Parce que l'écriture ici n'est plus gratuite, mais elle a un fonctionnement, un véritable fonctionnement diégétique, structurel ou même encore structural. Votre œuvre est composée de plusieurs chapitres que l'on pourrait éventuellement regrouper en deux grandes parties. La deuxième partie de votre livre est une sorte de décryptage, comme vous le disiez, sur les techniques narratives des différentes œuvres. Pourquoi c'était si important pour vous de relever la structure grammaticale et syntaxique de l'auteur? Vous me parlez de la structure grammaticale, le cercle des tropiques, le récit du cycle de la vallée des morts, l'homme du troupeau du Sahel, le gouverneur du territoire. Nous voyons qu'il y a un article défini. Et l'article défini est l'article du réalisme. Nous prenons un exemple. Ville cruelle, par exemple. Quand on dit ville cruelle, on sent que c'est une ville qui s'adresse à tout le monde. Le récit du cycle de la vallée des morts, il est défini. Le cercle des tropiques, c'est le cercle de plusieurs, vraiment, tropiques en tant que tel, il est défini. On ne dit pas un cercle des tropiques. Donc, l'utilisation de cet article défini donne un caractère réaliste aux œuvres de Mohamed Alioune Fantouré, sans compter ce qu'on va appeler les prologues, les épilogues, les épigraphes qui gravitent autour de façon paratextuelle de son œuvre. Nous avons ensuite ce qu'on appelle les anachronie narratives, c'est-à-dire que l'histoire ne commence pas d'un point A vers un point B. L'auteur commence par où, ou bien le narrateur commence par où il voudrait commencer. Tout ce fonctionnement met en relief ou donne une certaine particularité à l'œuvre de Mohamed Alioune Fantouré. Alors, votre choix éditorial s'est plutôt porté sur la première partie, consacrée au pouvoir politique d'avant et après les indépendances des colonies françaises. Plantons donc le décor. Nous sommes en Afrique, dans les années 20, en pleine colonisation française. Mohamed Alioune Fantouré décrit dans ses œuvres un pouvoir politique colonial très complexe et parfois difficile entre les colons et les colonisés. Une relation que vous analysez à la perfection dans cet ouvrage. Nous disons que les rapports entre les colonisateurs et les colonisés sont des rapports des plus tendus, où il y a ce qu'on appelle le stress en permanence, où il y a ce qu'on appelle la peur, pour ne pas dire l'angoisse. La présence du blanc est déjà quelque chose d'effrayant. Le blanc, c'est le dominateur, c'est le maître, c'est le patron. Où il y a le blanc, il y a ce qu'on appelle soit le bâton, ou la matraque, la répression, l'asphyxie. Et ces rapports sont vraiment tendus.
le colonisé est quelqu'un qui est carrément à part, qui est quelqu'un de chosifié, qui est quelqu'un de déshumanisé à travers les actes que pose le colonisateur. On découvre à travers vos analyses que dans le pouvoir colonial décrit dans les œuvres d'Alioune Fantouré, que chaque protagoniste avait sa place et avait un rôle à jouer. Par exemple, que les chefs coutumiers étaient des intermédiaires entre les maîtres blancs et le reste de la population indigène, que certains d'entre eux s'avèrent véreux, intouchables, corrompus, voire malhonnêtes. Vous relevez dans ce livre qu'ils vont jusqu'à favoriser la répression de leurs propres frères. Quand le colonisateur arrive en Afrique, la première des choses est d'avoir avec soi une frange de la population qui domine déjà ceux qui sont là, c'est-à-dire les chefs. Nous avons déjà des chefs coutumiers qui sont en place. Et ces chefs coutumiers sont chargés de régenter leurs sujets. C'est en cela que quand vous prenez le voile ténébreux ou bien l'homme du troupeau du Sahel, vous verrez qu'il y a un chef du nom de Guéabougi qui essaie de jeter en pâture ses propres sujets, les traitants des trafiquants de cigarettes, les traitants de trafiquants de tous ordres. Et ces personnes, comme le chef Guéabougi, sont à la solde du colonisateur, ce qui défavorise les populations indigènes. Et le rôle des colonisateurs alors? Les colonisateurs fonctionnent en surplomb. En surplomb, en ce sens que ce sont les maîtres. Toute l'administration leur appartient. Ils ne font que donner des ordres qui sont appliqués ou bien qui sont mis en application par leur pouvoir de transmission que sont les chefs coutumiers. Les gardes indigènes ou les tirailleurs dans les œuvres d'Alioune Fantouré, qui sont-ils? Nous disions dans notre travail que les gardes indigènes sont les bras séculiers, c'est-à-dire la force militaire, la force policière qu'utilisent les colons contre les Noirs. Si vous arrivez à vous regimber ou bien à vous rebeller contre le déjà là, ou bien le déjà institué, ce sont les gardes indigènes qui auront à vous houspiller ou à vous brimer. On apprend dans votre ouvrage qu'ils sont brutaux, barbares. Vous écrivez ceci: ils agissent tels des automates, des machines programmées qui n'attendent que leur mise en marche pour agir. Oui. Et même vous verrez que dans tout le romanesque africain, dans toute la littérature africaine, vous verrez que les gardes indigènes agissent toujours de façon brutale contre leurs propres frères. Vous prenez Ville-Courriel, vous verrez avec les gardes indigènes qui sont brutaux, qui viennent du nord, qui ne sont pas de la même localité que les populations indigènes qu'elles sont censées régenter. Quand vous allez prendre encore le vieux nègre et la médaille, vous voyez que ce sont les mêmes gardes indigènes qui arrêtent leurs propres frères noirs au profit des Blancs. Vous prenez le cercle des tropiques, vous prenez le récit du cycle de la vallée des morts, c'est le même fonctionnement. Tout est brutalité, tout est assassinat et meurtre. Et les colonisés alors, c'était quoi leur rôle? Les colonisés sont des personnes, je dirais, qui sont assujettis. Vous êtes assujettis, vous fonctionnez comme une sorte d'esclave. Vous ne faites que respecter tout ce qu'on vous dicte comme loi ou bien tout ce qu'il y a à faire. C'est la suggestion, je dirais pas l'esclavage qui date de longtemps, mais on peut appeler ça, entre guillemets français, une sorte d'esclavage, une sorte de suggestion. C'est des assujettis. Et si vous deviez résumer la période coloniale que décrit Alioune Fantouré dans ses œuvres, en quelques mots, que diriez-vous? La période coloniale, dans l'œuvre romanesque de Mohamed Alioune Fantouré, n'est pas du tout repos. Parce que nous avons moult manifestations contre l'administration coloniale. Nous avons un syndicalisme qui se met en travers du chemin des colonisateurs, de personnes comme Mengue Afrikouna et ses collaborateurs
qui mettent un dispositif en place pour lutter contre le système colonial répressif. Et même quand je faisais mon mémoire de maîtrise, c'était le pouvoir répressif de l'homme blanc qu'on retrouvait dans Ville Cruelle et autres qui se retrouvent dans l'œuvre d'Alioune Font Touré. Ça veut dire qu'Alioune Font Touré n'est pas en déphasage avec tout ce que ses prédécesseurs ont dit dans leurs œuvres concernant la politique coloniale. Ensuite, les colons s'en vont. C'est l'indépendance. 1958 pour la Guinée, 1960 pour la majeure partie des pays africains. Le colonisateur part et laisse le pouvoir aux Africains. C'est le pouvoir post-colonial. Dans votre livre, on peut lire ceci. Les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. Et les problèmes politiques sont les problèmes de tout le monde. Que doit comprendre le lecteur? La politique et la sociologie sont liées à ce moment-là? La sociologie, c'est, je dirais, cette discipline qui étudie les comportements humains en société, le fonctionnement social d'une communauté bien précise. Et Jean-Pierre Cotte et Jean-Pierre Mounier s'attellent à décrire le fonctionnement de la politique au sein de la société en tant que telle. De là, il ressort que vous faites la politique appartient à tout le monde. Vous ne la faites pas, vous la subissez. Vous la faites, vous la subissez. Donc la politique est un phénomène sociologique ancré dans une société, dans toutes les sociétés. En quoi consiste le pouvoir néocolonial dans les œuvres de notre écrivain? Le pouvoir néocolonial, c'est le pouvoir qui s'installe juste après le départ, mais pas un départ vraiment, je dirais, clair et net. Ce départ, il se fait en tapis noir, c'est-à-dire de façon, bon, pas de façon discrète, mais il est sournois, il existe toujours. Et il est ce qu'on appelle les bras séculiers, les couloirs de transmission qui sont en Afrique. Le pouvoir néocolonial s'installe d'une autre manière, en se servant des nouveaux dirigeants africains. Il est néocolonial, une nouvelle manière de coloniser. On colonise autrement. Mais il y a l'existant qui est la possession sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique. Le départ des colons marque l'arrivée au pouvoir des dictateurs. Sékou Touré en Guinée, Bokassa en Centrafrique, Samuel Doe au Libéria. Et même encore, vous en trouvez aussi en Afrique du Nord. Comme je le disais aussi, nous avons au Maroc le roi Hassan II, nous avons en Tunisie Abidine Ben Ali, nous avons eu aussi en Libye Kadhafi. Toute l'Afrique est concernée par le phénomène de la dictature. Le professeur Guy Osito Mediowang disait ceci dans un de ses ouvrages, en parlant justement de ces nouveaux présidents. Il dit ceci. Des hommes à la moralité douteuse, intellectuellement médiocres, des ratés de toutes sortes qui n'ont d'autres programmes, d'autres objectifs que sa conservation éternelle au moyen d'une dictature implacable. Et ce qu'il dit, c'est dire que juste après les indépendances, ceux qui viennent au pouvoir n'ont pas, je dirais, une étoffe élitiste. Ce ne sont pas des élites en tant que telles. Ce sont des personnes qui sont venues un peu comme du cheveu sur la soupe, qui ont été souvent choisies par les colons. Mais il y a des exceptions tout de même. Quand vous prenez le président Eyadema, c'était un militaire, un simple militaire qui fait un coup d'État. Quand vous prenez le Mobutu, le maréchal Mobutu, c'était un sergent. Samuel Doe, c'était un sergent. Donc les personnes qui viennent le plus souvent au pouvoir n'ont pas d'étoffe élitiste, ne sont pas de véritables intellectuels. C'est en cela qu'il parle des ratés de tous ordres. Des personnes qui n'ont pas de conscience vraiment nègre qui permettrait de faire sortir l'Afrique de l'ornière. En effet, dans une des œuvres d'Alioune Font Touré, un cadre du parti unique parle en ces termes. Le parti ne pardonnera aucune trahison. Qui que vous soyez, si vous entreprenez quoi que ce soit contre nous, vous serez fusillés. À travers ces mots, la population comprend assez vite que leur liberté chèrement gagnée contre les colons va être de courte durée, car les nouveaux dirigeants font volte-face et instaurent un État tyrannique. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ils y parviennent? Petit à petit, ou ils le font de façon brutale? Il y a
un appareillage, je dirais, militaro-répressif qui se met en place. D'abord, nous avons un parti unique qui sert de musellement à la population. Nous avons la pensée unique. Et dans mon ouvrage, je dis que même il y a un personnage qui dit que même la carte du parti est plus importante que la carte d'identité. Nous avons une police qui est mise en place. Nous avons une armée aussi qui est mise en place. Donc, une sorte de peur au sein de la population. Et on s'installe, je dirais, de façon progressive, on s'ancre dans ce qu'on a vraiment prévu. Vous voyez, quand Barré Koulé dans le cercle des tropiques dit « Je vais créer des tombes sur votre espace, je vais mettre la police contre vous, vous allez mourir, vous allez faire ceci, cela », ça ouvre, je dirais, l'espace de la dictature. Ça, c'est dans la deuxième partie, c'est écrit le cercueil de zinc. La deuxième partie, on ne peut sortir d'un cercueil de zinc, mais vous voyez que c'est en zinc. Ça veut dire que cette deuxième partie sera une partie de dictature, une partie de meurtre, une partie d'assassinat. Encore un autre passage dans un des ouvrages que vous analysez. Un des personnages dit ceci. Notre future indépendance était déjà si violée que plus personne ne doutait de sa débauche. Les proxénètes de Mademoiselle Indépendance baptisaient en secret leur maison close. La bourse des trafics illicites allait déjà bon train. Qui sont les proxénètes? Et là, c'est le narrateur Boïdi qui parle, pour ne pas dire l'auteur. Et Boïdi parle des détenteurs, des nouveaux détenteurs du pouvoir. L'indépendance, si c'en était une, ou bien si c'en est une, je dirais, obtenue au forceps, est bradée. En cela, il parle de proxénètes. Proxénétisme, on sert d'intermédiaire. Notre indépendance qu'on a, on la redonne aux Blancs à travers plusieurs réalisations. On parle de la coopération fruitière qui appartiendrait à Barré Koulé. Mais Barré Koulé sert de prête-nom en tant que tel. Les sociétés de la coopération fruitière appartiennent effectivement aux Blancs et non aux Noirs en tant que tel. Je continue. Sur les mêmes propos de ce personnage, il dit ceci. Il n'était plus possible de distinguer un Toubab colon d'un indigène colon. Les deux s'acharnaient à renforcer ou à se créer une position inattaquable. Alors, juste pour comprendre, l'indigène se bat contre le colon et finit par obtenir sa liberté et son indépendance. Et voilà qu'à son tour, il devient colon. C'est bien ce que le lecteur doit comprendre ou pas. Et ça, ce sont les propos même toujours du narrateur. Et c'est dire qu'ici, il n'est plus question de couleur de peau, mais il est question d'agissement. Si vous fonctionnez tel que le colon fonctionne, ces pratiques qui consistent à dominer culturellement, politiquement, économiquement des personnes sur place, on vous compare automatiquement à un colon. Il s'agit de la pratique existentielle qui est en œuvre dans les romans, bien sûr l'espace africain. Comment l'indigène peut-il se transformer en colon alors qu'il a été colonisé des années durant et surtout qu'il s'est battu corps et âme contre le système du colonisateur? Le narrateur veut nous dire qu'il s'agit d'intérêt. Quand vous êtes dans le même espace fonctionnel que quelqu'un et que vous avez le même type de pensée, vous avez les mêmes réactions, ça marche. Mais quand une fois la situation change et que des personnes, une minorité est au pouvoir, il y a ce qu'on appelle l'instinct de conservation qui est propre aux animaux, qui ressurgit en ces personnes. C'est-à-dire comment faire pour maintenir, pour pérenniser notre pouvoir. Et quand on a cette manière de penser, on devient autre chose, sinon un animal ou une machine répressive. Vos analyses mènent à deux objectifs clairement identifiés par le pouvoir mis en place juste après les indépendances. C'est favoriser l'obscurantisme et profiter des biens du peuple. Ne sont-ils pas en train de reproduire l'ancien système du colonisateur? Parce que là, ce sont les intérêts qui sont en jeu. Comment faire pour maintenir ce qu'on a en possession
ici et maintenant. Quand on parle d'obscurantisme, on voit déjà l'obscurité. Il ne faudrait pas que vous voyiez clair, il ne faudrait pas que vous réfléchissiez, il ne faudrait pas que vous pensiez comme des intellectuels, il ne faudrait pas que vous sortiez de votre embrigadement. Comment s'y prennent-ils pour asseoir ce nouveau pouvoir? C'est l'abstraction, c'est quelque chose d'abstrait. On ne peut pas toucher le pouvoir comme je peux toucher la caméra qui est en face de moi. C'est abstrait, c'est une idée, c'est une notion. Mais pour asseoir un pouvoir, il faut des hommes. Il faut un appareillage militaro-politicien comme l'armée, la police, le parti unique, des sbires, des bras séculiers qui vous permettent d'asseoir votre pouvoir. Et quand vous voyez que ces personnes vous abandonnent, le pouvoir n'est plus là. Quand ces personnes sont là, le pouvoir est là. De nouveau, les rôles sont redistribués. Les gardes indigènes et les tirailleurs du précédent pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir colonial, deviennent, dans ce nouveau pouvoir, à savoir le pouvoir post-colonial, des milices et des sbires. Qui sont les sbires? Et comme on le dit en situation d'actualité, les sbires sont une sorte de barbouzes, des personnes vraiment réglées, programmées pour tuer. Les opposants surtout. Quand vous êtes opposant, les sbires peuvent procéder à un enlèvement et vous conduire dans un espace inconnu peut-être de tous, comme quand vous prenez le récit du cycle de la vallée des morts, il y a le Nil, il y a le mont Doumbouya, où on tue les gens. Quand vous prenez le récit du cycle, quand vous prenez le cercle des tropiques, nous avons la prison d'Endouya, une sorte de forteresse imprenable, comme le dirait le narrateur. Donc vous voyez, ces espaces carcéraux permettent aux dictateurs de maintenir leur pouvoir et ces personnages se servent des sbires comme je le disais tantôt, même dans les analyses. Et dans la pratique, cela donne quoi? Dans la pratique, vous voyez que concrètement, ça crée une sorte d'angoisse, une sorte de peur au sein des populations. On a peur de parler, on a peur de s'exprimer, on a peur de se faire voir. Quand vous êtes typé, vous êtes ciblé, c'est la mort programmée. Donc ces sbires sont une sorte, je dirais, de main habile, ou bien encore de main noire, qui agissent dans l'ombre afin de museler la population. À propos de ces sbires, on peut lire ceci. Sur l'ordre aveugle et insensé de leur maître, les sbires peuvent tuer des centaines, des milliers de personnes sans sourciller, car la pérennité du pouvoir signifie pour eux une existence sans fin. Oui, et même comme je le disais aussi dans ce travail, on a vu des présidents rester longtemps au pouvoir, voire près d'un demi-siècle. On a vu en Côte d'Ivoire le président Félix Houphouët, on a vu le président Yadema aussi plus de 37 ans, voire 38 ans au pouvoir. On a vu le président Omar Bongo aussi au Gabon. On a vu le président Mobutu Sese Seko. Ces personnes, en essayant de pérenniser leur pouvoir, se font une sorte, se créent une sorte d'éternité psychologique. C'est un phénomène psychologique. Quand on se dit immortel, quand on se dit éternel, c'est eu égard, vu ce que l'on a sur place. Le fait de maintenir, de pérenniser son pouvoir, on se fait une sorte d'éternité, je dirais même psychologique, pas forcément physique en tant que tel. Ayant toujours pour référence les œuvres de notre écrivain, les coupables de rien, qui sont-ils? Et les coupables de rien, quand vous prenez même l'œuvre, c'est écrit en grand caractère. C'est une manière vraiment d'attirer l'attention du lecteur. Il est des parties dans l'œuvre où la graphie est en grand caractère, un caractère majuscule, je ne veux pas dire un caractère capital, de sorte à attirer l'attention du lecteur pour dire que là, c'est grave, les coupables de rien. Un personnage, pour avoir ressemblé à un autre personnage qu'on qualifiait d'opposant, est une victime programmée, doit être tué parce que ce personnage ressemble à un autre. Donc vous voyez que tout le monde est dans une situation victimaire. Pour corroborer vos dires, j'ai envie de vous lire les propos d'Alain Roche, qui écrit ceci. Dans ce pays-là, personne par définition n'est innocent. On va jusqu'à exécuter les coupables de rien, un véritable génocide, sans raison raisonnable,
car le moindre mot prononcé, la moindre pensée est un signe mortel. Dans ce pays, de quel pays s'agit-il? Quand vous prenez le récit du cycle de la vallée des morts, ce pays s'est écrit avec le grand C. C'est comme ça, Alioune Mfon Touré appelle le pays des Fahati. Même dans le cercle des tropiques, on dit les marigots du Sud en tant que tel. De façon translatoire, c'est-à-dire qu'on veut lire entre les lignes, aller même au-delà, on pense automatiquement à la Guinée. Mais pas, c'est-à-dire qu'on va au-delà de la Guinée, c'est toute l'Afrique. On parle de toute l'Afrique là. Vous voyez ces dénominations, ce pays, les marigots du Sud, on sait que la Guinée constitue ce qu'on appelle le château d'Afrique. Parce que c'est la Guinée qui irrigue la plupart des fleuves et autres. Tout ça qui constitue d'abord la source en tant que telle, en amont. En parlant des marigots du Sud, on sait déjà, pour celui qui sait lire entre les lignes, qu'il s'agit de la Guinée. Mais comme Liliane Castillo le dit, il faut aller au-delà de la Guinée, du microcosme Guinée, pour voir le macrocosme Afrique. Toujours dans les œuvres d'Alioune Mfon Touré, que représente le rhinocéros tacheté? Comme le disait Alain Rouche, ou même encore Jacques Chevrier, c'est une sorte d'affabulation, un mythe créé de toutes pièces par le dictateur Fahati, dans l'optique de mieux museler son peuple. Le rhinocéros tacheté naît d'une panthère et d'un rhinocéros. On sent vraiment que cet animal qui sortira de cet accouplement, ou encore, il dirait, de ce croisement, sera un animal des plus bizarres. Et là, l'animal a déifié, a divinisé, c'est en fait Fahati. C'est un mythe créé de toutes pièces qu'il faut déifier, qu'il faut vraiment diviniser. Et la population est vraiment prise dans cet étau et est obligée de dire le rhinocéros tacheté. Et vous voyez que en Afrique, la plupart des présidents africains s'affublaient de titres ou bien de noms d'animaux, comme avec Mobutu, l'homme à la toque de léopard. On voit même aussi Sékou Touré, le Sili, qui veut dire le lion. Et même il y a eu la monnaie aussi, le Sili, en tant que tel. Donc les présidents aimaient vraiment ce genre de nom. En Côte d'Ivoire, on a le bélier Boigny, Faux-Boigny, qui signifie le bélier en tant que tel. Donc, nous avons ces noms qui permettent de s'identifier à des réalités, qu'elles soient vivantes ou qu'elles soient mythiques. Les turiféraires et les délateurs, qui sont-ils et quels sont leurs rôles? Dans l'œuvre romanesque de Mohamed Alioune Mfon Touré, il y a ce qu'on appelle les turiféraires. Les turiféraires sont les laudateurs, ceux qui ne font que louer la politique qui est mise en place par les détenteurs du pouvoir. Les turiféraires vont vous parler du bien du parti unique. Pourquoi est-ce que cela vous ferait du bien? Ou bien pourquoi ça vous épargnerait certains problèmes en étant identifiés, fichés par le parti? Et même le turiféraire va vous dire que la carte du parti est plus importante que la carte d'identité, qui est un élément citoyen, qui est un élément civique. Et là, on voit une sorte de contradiction, une sorte de non-sens. Ils sont là pour louer, faire les louanges, ce sont les laudateurs. Les bienfaits du parti politique et les bienfaits posés par le président de la République. Les délateurs, ce sont les dénonciateurs, ceux qui sont là pour dire que vous êtes en train de faire une conspiration contre la machine de l'État, ou contre l'État, ou encore contre le président de la République lui-même. Ce sont des personnes qui écoutent aux portes, des personnes qui mettent en place des surveillances, ou encore ce qu'on appelle une sorte de police, où des personnes mènent des enquêtes et disent que vous êtes en train de fomenter un complot contre l'État, contre la personne du chef de l'État. Ça, ce sont les délateurs. Qui sont-ils les peuples des marigots du Sud? Parlant des marigots du Sud, on veut parler de la Guinée comme château d'eau. Et ces populations qui vivent là, ce sont elles qui sont, je dirais, en action dans l'œuvre. En parlant des marigots du Sud, nous avons Port-Océane, qui est la capitale. Port-Océane, qui est la capitale,
où on se dirait que, bon, la porte, c'est quelque chose qui s'ouvre et qui se referme, mais une porte qui s'ouvre sur l'océan. En lieu et place d'une porte qui s'ouvre sur l'océan, c'est un espace concentrationnel, un espace de tuerie, un espace de meurtre. Donc tous les espaces fonctionnent comme ça dans les œuvres de Mohamed Ali Oufang Touré et ne sont pas des espaces gratuits. Nouveau monde, nouvel espoir, nouveau pouvoir, nouveau maître et petit à petit, ce nouveau pouvoir post-colonial donne naissance à un régime totalitaire. Un régime où la loi du talion est celle qui prédomine. La loi du talion s'est définie comme ceci, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que dans ces espaces, rien n'est gratuit. Quand vous faites quelque chose qui va à l'encontre des desiderata, de la volonté des détenteurs du pouvoir, ils vous renvoient la monnaie en vous tuant ou en vous emprisonnant. Tout le monde est dans une situation victimaire. Vous posez un acte de façon réversible, cet acte revient contre vous. Voici que, dans un des ouvrages de l'écrivain, un passeur dit ceci. Si c'est ça l'indépendance, mieux valait supporter les toubabs, car maintenant nous supportons et les toubabs et les chefs indigènes. Ce n'est pas une vie de pauvre, mais de forçat. Et comme vous voyez, c'est dire quoi? Ça c'est, comment est-ce qu'on appelle? Bien avant même les indépendances, et ce monsieur, il se promène dans un hameau, si je ne me trompe, le hameau d'A, parce que là, il y a l'imposition, il y a les impôts qui existent. Et encore, les Noirs, les chefs coutumiers, font payer encore d'autres impôts en surplus aux Noirs. Quand on vous demande, bon, allez-y prélever les impôts, il y a les impôts des Blancs et il y a des impôts qu'imposent encore les Noirs à leurs propres frères noirs. Donc vous payez doublement. Et là, c'est une vie de forçat, une vie d'esclave, une vie vraiment impossible à vivre. Les libertaires du temps colonial seraient-ils devenus des liberticides? Oui, parce que ceux qui aspiraient à la liberté et qui vraiment défendaient, selon eux, les droits du peuple, une fois au pouvoir, sont ces derniers-là qui tuent la liberté. C'est en cela qu'on parle de liberticide. Parce qu'en latin, caedere, qui veut dire tuer, donc ceux qui tuent la liberté. Nous voyons que ces personnes qui viennent au pouvoir, au lieu de garder jalousement la liberté, préfèrent aller contre leur peuple, museler le peuple, tuer le peuple qui se voit toujours en situation victimaire. Dans votre ouvrage, on peut lire ceci. Le peuple est une victime programmée. Et quand vous voyez le récit du cirque de la vallée des morts, dans le récit du cirque de la vallée des morts, le peuple est déjà une victime programmée. Il y a ce qu'on appelle les inquisiteurs. Un inquisiteur 1000, un vice-inquisiteur 1000. L'inquisiteur 1000, c'est celui qui est chargé d'arrêter 1000 personnes, dont 2 sont libérés et 998 sont tués, assassinés. C'est en cela qu'on les appelle vice-I-1000 ou bien I-1000. Ça, c'est leur travail de procéder aux arrestations et de procéder aux meurtres et assassinats. Donc tout est déjà programmé. Et même comme je le disais, dans ce même texte romanesque, le récit du cycle de la vallée des morts, la propre ministre du dictateur Fahati est traînée nue dans les rues jusqu'à ce qu'elle soit tuée. Donc tout le monde est en situation victimaire, personne n'est épargné à part le maître Fahati. Et concernant l'univers carcéral de ce pays-là, vous écrivez ceci. L'on y entre pour mourir inévitablement. Oui. Et comme je le disais, quand on parle le récit du cycle de la vallée des morts, le titre lui-même, il est très parlant. Le titre lui-même, il est très expressif. Le récit du cirque de la vallée des morts. Une vallée dans laquelle
on jette des morts. Le monde où il y a, tout est espace carcéral et espace de mort en tant que tel. Donc le titre lui-même, il est déjà très expressif, le récit du cycle de la vallée des morts. Vous donnez à lire ceci. Des nouveaux dirigeants africains jugés plus dangereux et plus monstrueux que leurs prédécesseurs blancs. Oui, là, le constat, je le fais en même temps que le narrateur, c'est-à-dire quand le narrateur raconte, on voit. Parce que le narrateur lui-même, il prend ses distances vis-à-vis de ses propres noirs, de ses propres frères noirs. Quand on prenait Boïdi, quand on prenait l'autre narrateur qui se veut impersonnel dans le récit du cycle de la vallée des morts, on voit que concrètement, les victimes, les personnes programmées pour mourir sont en quantité exponentielle par rapport à l'existence que les gens avaient quand les Blancs étaient présents. Parce que quand on présente l'espace colonial, il n'y avait pas autant de morts, alors que les autres, les conséquences victimaires, vraiment, sont désastreuses. Diviser pour mieux régner, est-ce une arme ou une lutte? Nous dirons que c'est une arme, parce que quand vous voyez, on prend le syndicat de Mengue, où vraiment il travaille avec son ami, son compagnon de lutte et d'autres amis, ils créent leur syndicat, le CIMACAF, syndicat des manœuvres et chômeurs africains. Il faut essayer d'extirper certaines personnes de ce mouvement syndical afin de pouvoir asseoir son pouvoir. Donc il faut diviser. En divisant, vous isolez les autres et vous pérennisez votre pouvoir. Et c'est ce qui a lieu dans l'œuvre. Tout est important dans les œuvres d'Alioune Fantouré. Tout a un sens, tout est connotation, y compris le choix des personnages, même le choix de leur nom. C'est-à-dire même que dans le roman africain, le nom n'est pas fortuit. Le nom a un fonctionnement sémantique conséquent. Comme même le disait Roland Barthes, le nom en tant que tel, il est élastique. Vous prenez Boïdi, Boïdi signifie fils de la terre, et fils de la terre, c'est en cela qu'il est un personnage itinérant, un personnage nomade. Il a une assise quelque part, mais il n'aimerait pas s'asseoir là. Il faut qu'il arrive forcément à Port-Océane pour vraiment être, je dirais, dans son assiette, être à l'aise. Sans voir Port-Océane, sans arriver à Port-Océane, c'est qu'il n'aura jamais rien fait. Et quand on prend Mengue Africuna qui signifie mère africaine, lève-toi. C'est en cela que le comportement syndicaliste de Mengue est perceptible. Il est dynamique et son nom le signifie. Donc là, même quand on prenait Barré Coulé, le coulé, quand on enlève K, on met T, on enlève L, on met R, ça donne des Touré. On voit déjà Sékou Touré quelque part. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. J'avais même parlé de choses avec la pop blues de Thierry Monenembo, où on parle de Boubou Blanc. Quand il parle de Boubou Blanc ou bien Samata Boubou Blanc, c'est déjà Sékou Touré qui aimait les Boubou Blancs. Et ça matraque sur l'homme à la matraque en tant que tel. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionnent les noms dans les œuvres. Comment se traduit la problématique du héros dans les œuvres de l'écrivain? Et ici, nous avons une sorte de catégorisation qui nous permet d'avoir un héros problématique et un héros dynamique. Quand on prend le cercle des tropiques avec Boïdi, nous avons un héros sans étoffe, sans épaisseur. Un peu comme Cousin Samba de Tierno Monenembo dans Les Écailles du ciel. Un héros qui subit tout. Il dit, ah, c'est ça les indépendances. Ah, mais là, vraiment, c'est que nous allons souffrir. Nous pensions que vraiment les Blancs étaient mauvais, les Blancs sont bien. Et là, lui, il subit tout. Même quand il y a la grève, il y a la manifestation, il va se cacher dans un tronc de baobab. Ce sont les autres qui mènent l'action et lui, il subit. Quand vous prenez de l'autre côté, Mengue est syndicaliste. Il crée au forceps son syndicat, le CIMACAF, syndicat des manœuvres et chômeurs africains. Et il entre en action avec ses amis, comme Foudekari et autres, tout ça. Ils entrent en action et ils mènent des grèves. Il est arrêté, il est même expulsé. Là, c'est un héros dynamique. De l'autre côté, c'est un héros amorphe, sans étoffe.
il est problématique, comme on le dirait, à l'image vraiment de l'Afrique, balafrée par ses mots. Donc ce genre de héros de la seconde génération sont des héros qui sont à l'image de l'Afrique qui est en déliquescence. À la page 80 de votre ouvrage, vous parlez de conscience de noir. Existe-t-elle réellement cette conscience? Une conscience de noir se veut d'abord une introspection avant d'être quelque chose d'extraverti. Prendre conscience de sa situation de nègre, nigger, qui veut dire noir en tant que tel et qui n'est pas péjoratif. Noir, une introspection. Qui suis-je? Que dois-je faire face à l'oppression, face à la répression? Que dois-je faire? L'extraversion, on est extraverti en ce sens que là, on met en pratique son ressenti, ce qu'on voudrait être, ce qu'on voudrait faire en face de l'autre, qui est notre ennemi, entre guillemets, ou bien qui est un opposant à nous. La conscience du noir, c'est de savoir qui on est. Un peu comme le diraient les Senghor, les Césaire et autres. La conscience nègre, c'est un peu ça. Notre interview touche presque à sa fin. Je voudrais savoir, les mots de ce livre ne sont pas uniquement les mots de la Guinée, de Sékou Touré, rassurez-moi. Des critiques littéraires comme Alain Rouge, Liliane Castello, et même encore Sewano Dabla. Sewano Dabla est même qui aussi Tomi Diouan, qui a écrit l'utopie négative de Mohamed Ali Touré. Toutes ces personnes-là, tous ces critiques-là, disent qu'au-delà du microcosme qu'est la Guinée, il y a un macrocosme, le grand espace qu'est l'Afrique. Et que cet écrivain universel s'adresse à l'Afrique tout entière et tout ce qui se passe dans le monde. Quel terme préférez-vous que l'on utilise pour parler de la situation géographique des pays africains? Tiers-monde, pays sous-développés, pays les moins avancés, pays en développement ou pays du Sud? Je préfère pays en développement parce que comme moi-même je le disais, il n'y a pas de pays développé. Tout est mouvement. Quand on parle de développement, le suffixe même, tout est en mouvement. On ne peut pas dire que la France est un pays développé parce que la France n'a pas tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle veut. C'est tout un mouvement qui se déroule. Même les États-Unis, les États-Unis aussi sont en développement. L'Afrique est en développement. Et je faisais allusion au général Foch qui disait il n'y a pas d'hommes cultivés, mais il y a des hommes de culture, il y a des hommes qui ont la culture. Parce que si vous êtes cultivé, ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'apprendre. Vous savez tout. Alors que l'homme ne peut pas tout savoir, l'homme ne peut tout connaître. Donc je préfère pays en développement parce que tout est mouvement. Dernière question, professeur. Avez-vous envoyé votre exemplaire à Alioune Fontoré? Malheureusement, j'ai cherché à savoir où il était, mais ce qui est en train de se faire, je fais mes recherches. Si jamais je savais où il se trouvait, je lui enverrai un exemplaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci.